si vous m'aviez dit que cette soirée se terminerait avec le grand patron de mon mari me tenant la main devant 300 personnes en disant qu'il avait passé 20 ans à me chercher, je vous aurais ri au nez. Je me tenais dans un coin de cette salle de bal dans une robe achetée en solde à la Vallée Village essayant de me fondre dans le décor comme j'avais appris à le faire à chaque événement professionnel de Stéphane. Je ne savais pas quand exactement 4 minutes ma vie entière allait basculer entre un avant et un après. Je ne savais pas que j'allais redevenir visible. Mon nom est Isabelle Martin. J'ai 43 ans et pendant 18 ans j'ai été la femme de Stéphane Martin d'abord et moi-même quelque part loin derrière en seconde position. Ce soir-là, le groupe Beaumont célébrait son 25e anniversaire lors d'un gala au Grand Hôtel à Paris. Tout n'était que lustre en cristal, nappe blanche impeccable et un quatuor à cordes jouant quelque chose qui semblait coûter une fortune. Stéphane avait passé 1 heure devant le miroir à ajuster sa cravate en me disant quelle version de moi-même serait acceptable pour la soirée. Mais la robe bleu marine m'avait-il dit sans me demander mon avis. Et Isabelle, s'il te plaît, essaie de ne pas trop parler ce soir. Ce sont des gens importants. J'ai porté la robe bleu marine. Je faisais toujours ce qu'il fallait pour maintenir la paix. À l'intérieur de la salle de bal, Stéphane s'est métamorphosé comme il le faisait toujours dans ces occasions, riant trop fort aux blagues de ses collègues, touchant les coudes, arpentant la salle comme un homme auditionnant pour une vie plus grande. Je l'ai suivi pendant les 20 premières minutes souriant quand il me présentait ce qui n'arrivait pas souvent. La plupart du temps je restais près du buffet avec un verre de vin blanc que je ne buvais pas vraiment en regardant mon mari faire son spectacle. À un moment donné il m'a tiré à l'écart, sa main serrée autour de mon bras, son ton bas et tranchant près de mon oreille. « Ne m'affiche pas, m'a-t-il dit. Tu restes là comme si tu ne connaissais personne. Souris plus. Dis quelque chose. » Je l'ai regardé et j'ai senti cette douleur familière s'installer dans ma poitrine, celle qui était là depuis si longtemps que j'avais presque fini par ne plus la remarquer, de la même manière qu'on finit par ne plus entendre le ronronnement d'un vieux réfrigérateur. Je n'ai pas discuté. Je ne discutais jamais. J'ai juste hoché la tête et je suis retournée dans mon coin le regardant rejoindre un groupe d'hommes en costumes onéreux qui remarquaient à peine mon existence. Je veux que vous compreniez quelque chose sur moi avant d'aller plus loin. Je ne suis pas une femme qui se plaint facilement. J'ai grandi en croyant que les femmes silencieuses étaient des femmes fortes, que ravaler sa blessure était une forme de dignité. Alors je suis restée là dans cette robe bleu marine, invisible par choix, et je me suis dit que c'était simplement à quoi ressemblait un mariage après 18 ans. Je me suis dit beaucoup de choses ce soir-là qui n'étaient pas vraies. L'énergie de la pièce a changé avant que je ne comprenne pourquoi. Les conversations sont devenues des murmures. Les têtes se sont tournées vers l'entrée. J'ai suivi le regard de tout le monde et je l'ai vu, Charles Beaumont, le président fondateur lui-même. J'avais entendu Stéphane parler de lui constamment, toujours avec un mélange de peur et d'envie dans la voix, de la façon dont les hommes ambitieux parlent de la personne qui tient leur avenir entre ses mains. Charles Beaumont avait 62 ans, les cheveux argentés, grand d'une manière qui imposait le respect sans effort. Il se déplaçait dans la foule, serrant des mains, hochant la tête, disant quelques mots à chaque personne, mais ses yeux continuaient de chercher au-delà d'eux, en quête de quelque chose. Puis ses yeux se sont posés sur moi. J'ai vu quelque chose se passer sur son visage que je ne peux toujours pas décrire totalement. Ce n'était pas de la reconnaissance exacte, pas au début. C'était plutôt comme un homme voyant un fantôme auquel il avait cessé de croire. Il s'est arrêté en plein milieu d'une phrase avec quelqu'un d'autre et m'a simplement fixé à travers cette salle bondée, et j'ai senti ma peau se glacer parce que je n'avais aucune idée de qui il était. Il a commencé à marcher vers moi. Pas vers Stéphane, pas vers quelqu'un d'autre. Vers moi. La foule s'est écartée comme elle le fait pour les hommes puissants, et je suis restée figée près du buffet, mon verre de vin soudain pesant dans ma main, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal, si j'allais être réprimandée pour avoir existé trop bruyamment finalement. Il s'est arrêté devant moi. De près ses yeux étaient d'un gris pâle et ils étaient humides. C'est vous a-t-il dit si doucement au début que je l'ai à peine entendu malgré le quatuor. Puis il a tendu la main et a pris la mienne dans les siennes et sa voix s'est brisée en montant. J'ai passé 20 ans à vous chercher. La salle est devenue silencieuse autour de nous. Je veux dire littéralement. Les conversations se sont tues. Le quatuor continuait de jouer mais plus personne n'écoutait.
Chaque personne dans cette salle de bal s'est tournée pour regarder le président de la société tenant la main d'une femme que personne d'important n'avait jamais pris la peine de nommer. J'ai cherché quelque chose de familier sur son visage et je n'ai rien trouvé. Je suis désolé, ai-je dit d'une voix ténue. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Non, a-t-il dit en secouant la tête, serrant ma main plus fort. Des larmes ont commencé à couler sur son visage devant tout le monde, devant ses membres du conseil d'administration, ses cadres, ses employés. Non, je reconnaîtrai votre visage n'importe où. 20 ans et je vous reconnaîtrai n'importe où. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai trouvé Stéphane debout près du bar, son verre figé à mi-chemin de sa bouche, son visage vidé de chaque once de sa confiance habituelle. Il ressemblait à un homme regardant sa compréhension entière du monde se fissurer en temps réel. Je n'avais aucune idée en me tenant là avec les larmes d'un étranger tombant sur ma main que la femme que cet homme puissant cherchait était quelqu'un que j'avais moi-même presque réussi à oublier. Je suis restée là avec ma main toujours prise dans la sienne et toute la salle semblait retenir son souffle attendant que j'explique quelque chose que je ne pouvais pas expliquer parce que je ne connaissais vraiment pas cet homme. J'ai cherché son visage à nouveau, les cheveux argentés, les yeux pâles, les rides profondes autour de sa bouche qui suggéraient une vie de succès et quelque chose de plus dur en dessous, et rien n'a cliqué. J'ai senti la panique monter dans ma gorge. Ce goût particulier de panique qui vient du fait d'être observé par des centaines de personnes tout en se sentant complètement perdu. Je suis désolée, ai-je répété en retirant doucement ma main. Je ne sais vraiment pas qui vous êtes. Quelque chose dans son expression s'est adouci comme s'il s'était attendu à cela. Il a essuyé ses yeux du revers de la main, sans honte de ses larmes devant toute son entreprise, ce qui m'en a dit plus sur lui à ce moment-là que tout ce qu'il aurait pu dire. Les hommes puissants ne pleurent généralement pas dans les salles de bal à moins que quelque chose ne se soit brisé au plus profond d'eux. Il y a 20 ans, a-t-il dit, sa voix plus assurée maintenant bien que toujours chargée d'émotion. Je rentrais de Lyon par la route nationale 6. Il y avait une tempête, le genre de pluie où on ne voit pas à 1 mètre devant ses phares. J'ai glissé sur une plaque de verglas et j'ai quitté la route pour finir dans un fossé. Ma voiture était broyée du côté conducteur. Je ne pouvais pas ouvrir la porte. Je ne sentais plus mes jambes. J'ai senti quelque chose remuer au fond de mon esprit, lointain et flou comme un rêve que j'aurais fait une fois et jamais tout à fait mémorisé. J'avais 29 ans, a-t-il continué. Fraîchement divorcé, buvant trop, conduisant trop vite parce que je ne me souciais pas beaucoup de ce qui m'arrivait cette année-là. Je pensais que j'allais mourir dans ce fossé. Et puis il y a eu une femme. Elle roulait dans l'autre sens, a vu mes feux arrière à un angle étrange et s'est arrêtée. L'image floue dans mon esprit a commencé à prendre forme. Une brasserie routière, un double service, la pluie martelant le pare-brise de ma vieille Peugeot. Elle est descendue dans ce fossé sous la pluie glaciale, a-t-il dit, dans son uniforme de travail, sans manteau, et elle a forcé cette porte de ses mains nues jusqu'à ce que ses paumes saignent. Elle m'a sorti de là. Elle a maintenu la pression sur une coupure à ma tête avec sa propre écharpe pendant tout le trajet en ambulance parce que je ne m'arrêtais pas de saigner et elle ne voulait pas me lâcher. À l'hôpital, elle est restée jusqu'à ce que je sois assez stable pour l'opération. Elle est la raison pour laquelle je me tiens dans cette pièce aujourd'hui, Madame Martin. J'ai senti le sol basculer légèrement sous mes pieds. J'avais 23 ans à l'époque, travaillant de nuit dans un relais routier à l'extérieur de Lyon pour payer mes cours à la faculté pendant la journée. Je m'accrochais encore à l'idée que ma vie allait quelque part. Je me suis souvenu de cette tempête. Je me suis souvenu d'une voiture pliée comme une canette de soda dans un fossé. Je me suis souvenu du son qu'il avait émis quand j'avais enfin réussi à ouvrir la porte quelque part entre un sanglot et un rire. Je me suis souvenu de son sang sur mon écharpe. Je me suis souvenu être parti avant qu'il ne se réveille. Je n'avais qu'un prénom, a dit Charles. Et maintenant sa voix était presque suppliante comme s'il avait besoin que je comprenne les années derrière ce moment. Isabelle. C'est tout ce qui était écrit sur le formulaire d'admission de l'hôpital où vous avez signé comme contact d'urgence pour qu'il me soigne. Isabelle, sans nom de famille. Je me suis réveillée et vous étiez parti et j'ai passé des mois à essayer de vous trouver. Je suis retournée dans chaque brasserie à 50 km à la ronde. J'ai fini par engager quelqu'un des années plus tard quand j'ai eu l'argent pour le faire.
Mais Isabelle est un prénom courant et vous n'aviez laissé aucune trace. Je ne vous ai jamais retrouvé. Je ne pensais pas que cela avait de l'importance, ai-je dit doucement. Et c'était vrai. Dans mon esprit, j'avais simplement fait ce que n'importe qui aurait fait. Je n'étais pas restée pour être remerciée parce que je ne pensais pas mériter de remerciements pour ne pas avoir ignoré un homme mourant. J'avais ma propre vie à reprendre, un service de nuit finissant à 6 heures du matin, une mère qui avait besoin d'aide pour le loyer. Je n'avais jamais pensé une seule fois en 20 ans à cet homme dans le fossé comme à autre chose qu'un étranger que j'avais aidé lors d'une nuit ordinaire et terrible. Mais pour lui apparemment cela avait été le pivot sur lequel sa vie entière avait tourné. Vous m'avez sauvé la vie quand je n'avais absolument aucune raison de continuer à la vivre, a dit Charles. Et puis vous avez disparu comme si vous n'aviez jamais existé, Madame Martin. J'ai bâti cette entreprise dans les années qui ont suivi cet accident. Chaque décision que j'ai prise, je l'ai prise en tant qu'homme qui comprenait qu'il avait reçu une seconde chance par une étrangère qui ne demandait rien en retour. Je vous ai cherché pendant 2 décennies parce que je n'ai jamais pu vous dire merci correctement. Et cela m'a rongé chaque année qui passait. Je suis redevenue consciente lentement de la salle autour de nous, des visages qui fixaient, des téléphones portables qui se levaient discrètement au fond de la foule. De Stéphane debout figé près du bar avec une expression que je n'avais jamais vue sur lui en 18 ans de mariage. Pas encore de la colère. Quelque chose de plus proche de l'incrédulité, comme un homme réalisant que les meubles de sa propre maison avaient été réorganisés sans qu'il le sache. Je ne sais pas quoi dire, ai-je dit à Charles honnêtement. Vous n'avez rien à dire, a-t-il répondu. Et pour la première fois depuis qu'il m'avait approché, il a souri, un vrai sourire, épuisé et reconnaissant à la fois. Vous avez déjà dit tout ce qu'il fallait dire il y a 20 ans. Je n'ai simplement jamais eu la chance de l'entendre autrement que comme la gentillesse d'une étrangère. Ce soir je connais enfin votre nom. Quelque part derrière lui j'ai entendu quelqu'un chuchoter à un collègue assez fort pour que la moitié de la salle entende. C'est la femme de Stéphane. Stéphane ne savait pas. Je n'ai pas regardé Stéphane. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir son humiliation irradier à travers la salle de bal comme la chaleur d'un trottoir en été. Et pour la première fois depuis très longtemps j'ai ressenti autre chose que l'envie de me faire toute petite pour le protéger de cela. Charles Beaumont n'a pas laissé passer le moment. Certains hommes auraient dit ce qu'ils avaient à dire puis se seraient retirés embarrassés par leur propre démonstration d'émotion devant une salle pleine d'employés. Charles a fait le contraire. Il s'est tourné pour faire face à la foule, gardant une main posée légèrement près de mon coude comme s'il avait peur que je disparaisse à nouveau s'il cessait de m'ancrer à la pièce. Et il a élevé la voix pour que toute la salle de bal puisse l'entendre clairement. Je veux que tout le monde comprenne qui est cette femme, a-t-il dit. Et la salle déjà silencieuse a semblé se pencher plus près. Il y a 20 ans avant que cette entreprise n'existe, avant que l'un d'entre vous ne travaille ici, j'étais un homme mourant dans un fossé au bord d'une route. Cette femme m'a sorti de là de ses mains nues. Elle est montée dans l'ambulance avec moi. Elle est restée jusqu'à ce que je sois en sécurité et puis elle est partie sans me dire son nom, sans rien demander, sans jamais s'attendre à être remerciée. Un murmure a parcouru la foule. J'ai vu des membres du conseil d'administration échanger des regards, j'ai vu des jeunes employés sortir leur téléphone pour enregistrer, j'ai vu le genre d'admiration sur les visages des gens qui est habituellement réservé aux célébrités, pas pour des femmes fatiguées dans des robes de solde. Si elle ne s'était pas arrêtée cette nuit-là, a continué Charles, il n'y aurait pas de groupe Beaumont. Il n'y aurait pas d'emploi dans cette pièce. Il n'y aurait pas d'anniversaire à célébrer. Chaque personne ici qui a construit une carrière, un foyer, une vie grâce à cette entreprise a une dette envers une femme dont aucun d'entre nous ne connaissait l'existence jusqu'à ce soir. J'ai senti mon visage chauffer. Je n'avais pas l'habitude d'être regardée, encore moins d'être regardée comme cela, comme quelque chose de précieux qui avait été égaré et finalement retrouvé. Une partie de moi voulait s'enfoncer dans le sol. Une autre partie de moi, une partie que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps, s'est tenue un peu plus droite. Puis Charles s'est tourné vers Stéphane et la température dans la pièce a semblé chuter. Stéphane, a-t-il dit, et mon mari a tressailli au son de son propre nom. Votre femme m'a sauvé la vie et j'ai été marié à l'histoire de cette nuit pendant 20 ans, me demandant qui elle était. Vous êtes marié avec elle depuis 18 ans. Le saviez-vous? La bouche de Stéphane s'est ouverte et refermée.
Je l'ai regardé chercher quelque chose d'intelligent à dire, une façon de transformer cela en une version de l'histoire où il s'en sortirait toujours en ayant l'air compétent, en contrôle, l'homme qui gérait tout. Ce qui est sorti à la place était faible et immédiat. Elle n'en a jamais parlé, a-t-il dit, forçant un rire qui est tombé à plat dans le silence. Vous savez ce que c'est, 20 ans il se passe beaucoup de choses. Je suis sûre qu'elle a juste oublié d'eux. Vous ne saviez pas que votre propre femme avait sauvé la vie du président, a dit quelqu'un dans la foule, pas méchamment, plus incrédule qu'autre chose, mais les mots sont restés suspendus comme un verdict. J'ai reconnu la voix. C'était David Morel, l'un des collègues de Stéphane du département financier, un homme dont Stéphane s'était plaint pendant des années le traitant d'arriviste. David n'essayait pas d'humilier Stéphane. Il disait simplement tout haut ce que tout le monde dans cette pièce pensait maintenant. Le visage de Stéphane est passé par plusieurs nuances de rouge. J'avais déjà vu mon mari en colère, je l'avais vu irrité, je l'avais vu condescendant, mais je ne l'avais jamais vu aussi spécifiquement exposé, l'exposition d'un homme qui avait passé des années à construire une certaine image et qui la voyait s'effondrer en moins de 5 minutes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qu'Isabelle ne partage pas, a-t-il dit, essayant de se reprendre, me lançant maintenant un regard avec quelque chose de tranchant dans les yeux, un avertissement que je reconnaissais après 18 ans de mariage. Ne rends pas les choses pires pour moi. Elle n'aime pas vraiment être sous les projecteurs. Manifestement non, a dit Charles. Et il y avait un ton incisif dans sa voix maintenant, subtil mais indéniable, le ton d'un homme qui avait bâti un empire en cernant les gens avec précision. Ce qui rend d'autant plus remarquable le fait qu'elle n'ait jamais utilisé ce qu'elle avait fait pour obtenir quoi que ce soit de qui que ce soit, ni reconnaissance, ni argent, ni même une carte de remerciement. C'est rare, Stéphane. C'est le genre de personne que la plupart des entreprises tueraient pour avoir dans leur couloir, et vous l'aviez à votre table de dîner pendant 18 ans. Je suis restée silencieuse pendant tout cela. Je n'ai pas corrigé Stéphane. Je ne me suis pas défendue. Je n'en avais pas besoin parce que pour la première fois depuis très longtemps quelqu'un d'autre voyait pour moi, et mon silence n'était pas le silence d'une femme qui se rétrécit. C'était le silence d'une femme qui est enfin reconnue. Charles a fait un geste vers la table d'honneur près de la scène où la direction de l'entreprise était assise. Madame Martin, me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi ce soir? J'ai passé 2 décennies à vouloir remercier correctement la femme qui m'a rendu la vie. J'aimerais avoir la chance de commencer ce soir. Stéphane a fait un pas en avant, ajustant légèrement sa veste, supposant déjà que l'invitation s'étendait à lui aussi, comme cela avait toujours été le cas, comme chaque porte qui s'ouvrait pour moi dans notre mariage devenait d'une manière ou d'une autre une porte qu'il franchissait en premier. Les yeux de Charles se sont posés sur lui, polis mais définitifs. Madame Martin est mon invitée ce soir, a-t-il dit, et ce n'était pas cruel, juste clair, le genre de phrase qui trace une ligne sans élever la voix. J'ai regardé mon mari se tenir là devant ses collègues, devant son patron, devant tous ceux dont il avait passé sa carrière à traquer l'opinion, et j'ai réalisé qu'il venait d'être discrètement et publiquement mis de côté. J'ai senti quelque chose d'inconnu traverser ma poitrine alors que Charles m'offrait son bras, et je l'ai pris marchant vers la table d'honneur sous les yeux de 300 personnes. Ce n'était pas un triomphe exactement. C'était quelque chose de plus calme que cela. C'était comme être vu pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, et réaliser à quel point cela m'avait manqué sans jamais me permettre de l'admettre. Assise à cette table d'honneur entourée de vaisselle fine, je n'étais pas sûre de savoir comment participer à la conversation. J'ai senti mon esprit dériver vers l'arrière à travers 18 ans de mariage, essayant de comprendre comment j'étais devenue une femme que personne à cette table, y compris son propre mari, ne connaissait réellement. J'ai rencontré Stéphane quand j'avais 25 ans, 2 ans après cette nuit sur la Nationale 6. Il était ambitieux déjà à l'époque, grimpant les échelons d'une entreprise de logistique, beau d'une manière un peu dure, le genre d'homme qui vous faisait vous sentir choisi quand il vous regardait et invisible quand il ne le faisait pas. J'ai pris son intensité pour de la profondeur. J'ai pris son besoin de contrôle pour de la force. J'étais assez jeune et assez fatiguée par des années de double service pour me maintenir à flot, pour que le fait d'être choisie par quelqu'un qui semblait si certain de l'avenir ressemble à un soulagement. Cela ne s'est pas fait d'un coup, cette diminution de soi. C'est la partie que les gens ne comprennent pas sur les mariages comme le mien. Stéphane ne s'est jamais assis pour me dire de disparaître. Au lieu de cela, c'était une petite érosion patiente étalée sur des années.
Au début, quand je mentionnais vouloir finir mes études, il souriait et disait que nous ne pouvions pas nous le permettre pour le moment, pas avec sa carrière qui décollait. Et n'était-il pas plus important que l'un d'entre nous se concentre sur le foyer? Quand j'étais enthousiaste pour un emploi à temps partiel dans une association locale, il demandait ce que les gens penseraient d'une femme portant son nom travaillant dans le commerce. Quand je prenais la parole lors de dîner, quand je donnais une opinion lors d'un barbecue, quand je riais trop fort à ma propre blague, je recevais le regard. Le regard correcteur privé qui me disait que je l'avais encore embarrassée. Tu n'es juste pas faite pour le monde de l'entreprise, Isabelle. Il me l'avait dit une fois il y a des années quand j'avais demandé pour un poste administratif dans sa boîte. Certaines personnes sont bâties pour ce monde. Tu es meilleure pour les trucs de la maison. Je l'ai cru. C'est la partie qui pique encore assise à cette table d'honneur 20 ans plus tard. Je l'ai cru si longtemps que j'ai arrêté de vérifier si c'était vrai. Je n'avais jamais parlé à Stéphane de l'homme dans le fossé parce que honnêtement il ne m'était jamais venu à l'esprit que cela comptait. Pour moi cela avait été une nuit parmi des milliers, un instinct suivi un étranger aidé, rien de plus remarquable que de s'arrêter pour aider quelqu'un à changer une roue. Je n'avais pas enterré le souvenir par honte ou traumatisme. Je l'avais simplement classé comme quelque chose de petit parce qu'on ne m'avait jamais appris que les choses que je faisais comptaient assez pour être gardées. Charles assis à côté de moi semblait maintenant deviner où mes pensées s'étaient égarées. Il s'est penché légèrement, sa voix réglée juste pour moi sous le bruit de la salle. Je suis retourné à cet hôpital 3 fois au fil des ans, a-t-il dit. J'ai parlé à des infirmières qui se souvenaient à peine de la nuit. J'ai engagé un enquêteur dans la trentaine quand j'ai enfin eu l'argent pour le faire correctement. Il n'a rien trouvé. Pas de nom de famille, pas d'adresse, juste Isabelle et une description qui aurait pu correspondre à 1000 femmes. Je ne savais pas que quelqu'un cherchait, ai-je dit doucement. J'ai gardé l'écharpe, a-t-il dit, et quelque chose dans sa voix s'est brisé légèrement sur ces mots. Celle que vous avez utilisée pour ma tête. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais jetée. Elle est restée dans un tiroir de mon bureau pendant 20 ans, ce truc sentimental ridicule, un homme adulte gardant une écharpe tachée de sang parce que c'était la seule preuve que j'avais que vous étiez réel et pas quelque chose que j'avais imaginé alors que j'étais à moitié conscient et terrifié. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Il n'y a pas de réponse polie au fait d'apprendre qu'un étranger a construit un sanctuaire autour de votre gentillesse alors que vous aviez oublié son visage entièrement. Je veux être honnête avec vous, a continué Charles plus bas, jetant un coup d'œil bref vers l'endroit où Stéphane était assis 2 tables plus loin, rigide et nous observant comme un homme essayant de lire sur les lèvres. Ce n'était pas seulement de la gratitude qui me faisait chercher. Quelque part durant ces mois passés à me rétablir en pensant à la femme qui m'avait sauvée et avait disparu, c'est devenu quelque chose de plus que des remerciements. J'ai construit une idée entière de vous dans mon esprit. Une version de vous qui était probablement injuste, trop parfaite, trop mythifiée. Je me suis dit que si je vous trouvais un jour, je dirais simplement merci et je vous laisserais continuer votre vie. Il a marqué une pause et j'ai regardé s'il allait dire le reste. Mais en étant assis ici ce soir, en regardant comment votre mari a parlé de vous, comment cette salle a réagi en découvrant qui vous êtes réellement, je ne pense pas que la femme que j'imaginais était injuste du tout. Je pense qu'elle était exactement juste et je pense qu'elle a été assise dans des pièces comme celle-ci pendant des années sans que personne ne la remarque. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, non pas par flatterie exactement mais par l'étrange vertige d'être vraiment vu par quelqu'un après avoir été si longtemps simplement toléré. J'ai jeté un coup d'œil à travers la pièce vers Stéphane qui nous regardait avec une expression que je reconnaissais de chaque dispute que nous avions eue, la mâchoire serrée, la fureur contrôlée, bouillonnant juste sous une surface composée. Il détestait cela. Il détestait que je sois le centre de quelque chose qu'il ne pouvait ni gérer ni minimiser. Pour ce que ça vaut, ai-je dit à Charles, je ne regrette pas de n'avoir rien dit à personne. Je ne l'ai pas fait pour être trouvé. Je l'ai fait parce que vous aviez besoin d'aide et que j'étais là. Je sais, a-t-il dit et il a souri, l'épuisement sur son visage s'adoucissant enfin en quelque chose de plus doux. C'est exactement pourquoi cela comptait tant. En face de la table, une femme du conseil d'administration s'est penchée vers moi et m'a demandé gentiment ce que je faisais comme travail ces jours-ci, s'attendant clairement à une réponse impressionnante correspondant à l'histoire. J'ai ouvert la bouche pour dire que je ne travaillais pas, que je ne l'avais pas fait depuis des années, que Stéphane avait toujours dit qu'un seul revenu suffisait tant que tout à la maison roulait parfaitement, et j'ai senti la vieille honte commencer à monter dans ma gorge. Puis je me suis arrêtée.
J'ai regardé Charles son écharpe gardée dans un tiroir pendant 20 ans, sa croyance que j'avais valu la peine d'être cherché, et pour la première fois depuis longtemps je n'ai pas ressenti le besoin de réduire la vérité pour la rendre plus confortable pour quiconque dans la pièce. Le gala s'est terminé vers 23h et au moment où j'ai trouvé mon manteau, Stéphane attendait déjà près de l'ascenseur du parking, les bras croisés, la mâchoire serrée de cette façon que j'avais appris en 18 ans à lire comme une prévision météo. Je savais avant même qu'il ne dise un mot que la tempête s'était accumulée toute la nuit et que j'allais droit dedans. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et il n'a pas attendu d'être en privé. « C'était quoi ce bordel ?» a-t-il dit, sa voix basse mais tranchante résonnant sur les murs en béton du parking. « Tu ne pouvais pas mentionner que tu connaissais Charles Beaumont, 18 ans de mariage, et tu as juste quoi oublié de me dire que tu as sauvé la vie de mon patron. » « Je ne savais pas qu'il était ton patron, ai-je dit. Je ne connaissais même pas son nom de famille jusqu'à ce soir, Stéphane. J'ai rencontré un homme dans un fossé. Je n'ai pas classé l'histoire pour un usage ultérieur. Tu m'as fait passer pour un idiot devant toute l'entreprise. » Il a appuyé à nouveau sur le bouton de l'ascenseur, bien qu'il soit déjà allumé, une habitude qu'il avait quand il voulait avoir l'impression de faire quelque chose de ses mains. « Est-ce que tu comprends ce que les gens vont dire lundi? Que je ne connais même pas ma propre femme. Qu'elle est assise sur une connexion avec le président tout ce temps. Je n'étais assise sur rien, ai-je dit, et j'ai entendu quelque chose dans ma propre voix qui m'a surprise, une assurance qui n'était pas là dans les disputes de ce genre auparavant. J'ai aidé un étranger parce qu'il avait besoin d'aide. C'est tout ce que c'était jusqu'à ce soir. Il n'écoutait pas. Il écoutait rarement dans ces moments-là, trop occupé à construire la version des événements où il restait la partie lésée. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence et au moment où les portières se sont fermées, il a recommencé plus bas cette fois, mais d'une certaine manière plus acéré. « Tu m'as embarrassé ce soir, a-t-il dit en restant là à le laisser te tenir la main, à laisser toute la salle regarder, à laisser David Morel dire ce truc sur le fait que je ne connais pas ma propre femme. Tu as aimé ça. C'est ça ce que c'était, une sorte de performance. Tu m'as dit de ne pas t'embarrasser avant même que nous entrions, ai-je dit. Tu m'as dit de sourire plus, de parler moins, de rester petite. J'ai fait exactement ce que tu as demandé, Stéphane. Je suis restée dans un coin et je n'ai rien dit. Charles Beaumont est celui qui a traversé cette pièce et a tout changé, pas moi. Ne joue pas les innocentes. » Ses mains se sont serrées sur le volant alors qu'il sortait du garage, les phares balayant le béton vide. Un homme comme ça ne devient pas émotif pour une serveuse de brasserie d'il y a 20 ans, à moins qu'il y ait eu quelque chose de plus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit-là, Isabelle? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? L'accusation est tombée comme une gifle, d'autant plus laide qu'il l'avait lancée avec désinvolture, comme s'il pensait simplement tout haut plutôt que d'accuser sa femme de quelque chose de sale dans un parking à 23h. J'ai senti quelque chose de vieux et de fatigué en moi céder enfin le dernier fil d'une corde que je tenais depuis des années. Tu as été embarrassé par moi avant même que quiconque dans cette pièce ne connaisse mon nom, ai-je dit, me tournant pour le regarder directement. Tu es embarrassé par moi depuis des années, Stéphane. La façon dont je m'habille, la façon dont je parle, le fait que je n'ai jamais fini mes études parce que tu m'as dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. Tu as construit une vie où j'existais pour te donner de l'allure lors des soirées et disparaître le reste du temps, et maintenant tu es furieux parce que pour une nuit j'ai compté plus que toi. Il n'a pas répondu à cela. Au lieu de cela, sa voix est descendue dans quelque chose de plus froid, de plus délibéré. Tu ferais mieux de faire attention, a-t-il dit. Si cela se transforme en une sorte de scandale, si les gens commencent à parler, cela rejaillira sur ma carrière. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Si tu fais de cela plus que ce que c'est, tu vas le regretter. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville défiler et je n'ai plus rien dit pour le reste du trajet. J'avais appris en 18 ans qu'il n'y avait aucune version de cette dispute où avoir raison me protégeait des conséquences d'avoir une opinion. Je suis allée me coucher ce soir-là avec sa menace toujours suspendue dans l'air entre nous et je n'ai pas beaucoup dormi. Le lundi matin, tout a encore changé, bien que pas de la manière que Stéphane craignait. Il a été appelé aux ressources humaines avant 9h. Je n'ai appris les détails que plus tard, reconstitués à partir d'un appel téléphonique qu'il a passé ce soir-là, sa voix serrée par une panique que je n'avais jamais entendue chez lui auparavant. Il s'est avéré que Charles Beaumont avait fait plus que s'asseoir avec moi à une table d'honneur vendredi soir.
Une fois que sa curiosité sur la femme qui lui avait sauvé la vie l'avait ramené dans les affaires de sa propre entreprise, il avait commencé à poser des questions discrètes, le genre de questions que les hommes puissants posent quand quelque chose ne leur semble pas correct. Ce qui a fait surface n'était pas beau. Stéphane avait sur plusieurs années pris le crédit pour la proposition de réduction des coûts d'un jeune analyste, ce qui lui avait valu sa dernière promotion. Il avait gonflé des notes de frais lors de 2 voyages régionaux. Il avait utilisé des photos de notre maison de moi à un pique-nique d'entreprise il y a des années, souriant dans une robe d'été dont je ne me souvenais même pas du choix, dans un profil de bulletin interne qui le peignait comme un homme de famille dévoué bâtissant la vie idéale, tout en me disant en privé que je l'embarrassais. Charles n'avait pas ordonné l'enquête par jalousie ou sentiment personnel envers moi. Ce n'était pas qui il était, j'en viendrai à le comprendre. Il avait simplement commencé à regarder de près l'homme dont la femme avait discrètement, sans jamais rien demander, changé le cours de sa vie. Et ce qu'il a trouvé n'avait besoin d'aucune aide de ma part pour être accablant. Stéphane a appelé cela une chasse aux sorcières. Il a appelé cela des représailles. Il a appelé cela tout sauf ce que c'était réellement, c'est-à-dire la vérité, rattrapant un homme qui avait passé des années à supposer que personne ne prêtait assez d'attention pour remarquer qui il était vraiment. 3 semaines ont passé avant que je ne revoie Charles Beaumont en dehors du brouillard de cette nuit de gala. Il a appelé d'abord ce que j'ai apprécié plus qu'il ne le réalisait probablement, demandant si je serais prête à le rencontrer pour un café sans ordre du jour, juste une chance de parler sans 300 personnes qui regardent. J'ai choisi un petit endroit dans le centre-ville, pas l'un des endroits polis près de son bureau, parce que je voulais un endroit où je pouvais encore me reconnaître dans le miroir derrière le comptoir. Il était déjà là quand je suis arrivée, pas d'entourage, pas d'assistant. Le suivant avec une tablette, juste un homme à l'air fatigué dans un pull gris qui s'est levé trop vite quand il m'a vu, comme s'il était nerveux. C'était étrange de le voir ainsi dépouillé de la salle de bal et des projecteurs, juste une personne. Merci d'être venu, a-t-il dit, tirant ma chaise avant que je ne puisse le faire moi-même. Une vieille habitude, j'imaginais qu'il avait bien avant d'être assez riche pour que cela semble calculé. Je voulais vous présenter mes excuses. Pourquoi, ai-je demandé, sincèrement confuse. Dans mon esprit, il était la seule personne de toute cette soirée qui n'avait rien fait pour s'excuser. Pour avoir bouleversé votre vie, a-t-il dit, entourant sa tasse de café de ses 2 mains comme s'il avait besoin d'un endroit où mettre son énergie nerveuse. J'y ai pensé constamment depuis cette nuit. Je suis entrée dans cette salle de bal en cherchant une conclusion que je voulais depuis 20 ans, et je l'ai obtenue de la pire manière possible, devant votre mari, devant ses collègues. Je n'ai pas pensé à ce que ce moment vous coûterait quand vous rentreriez chez vous. Vous ne m'avez rien coûté que je n'étais pas déjà en train de perdre lentement depuis des années, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Vous l'avez juste rendu visible. Il m'a regardé pendant un long moment et j'ai vu qu'il décidait quelque chose, un choix prudent et délibéré sur ce qu'il allait dire ensuite. Je veux être clair sur quelque chose, a-t-il dit. Je ne suis pas ici pour vous sortir de votre mariage. Je ne vais rien utiliser, ni ma position, ni l'enquête, ni quoi que ce soit pour vous faire sentir obligé envers moi. Ce n'est pas qui je veux être pour vous. J'ai passé 20 ans à penser à vous comme à une idée, quelqu'un à qui je devais la vie. Je ne veux pas passer les 20 prochaines années à vous faire sentir redevable de cette dette. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se desserrer légèrement. Une tension que je n'avais pas réalisé porter depuis le moment où il avait prononcé mon nom dans cette salle de bal. La peur que la gratitude puisse se transformer en quelque chose qui attendait un remboursement. Il y a 20 ans, a-t-il continué plus bas, maintenant vous m'avez sauvé la vie. Aujourd'hui je veux juste que vous arrêtiez de perdre la vôtre. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai remué mon café, bien que je n'y ai rien mis qui nécessite d'être remué, gagnant du temps, parce que la vérité était que je m'étais posé une version de cette même question chaque nuit depuis le gala, allongé à côté d'un homme qui avait passé le trajet du retour à me menacer au lieu de me réconforter. Qu'était devenue ma vie exactement? J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais pris une décision purement parce que je le voulais, pas parce que cela calmerait l'humeur de Stéphane ou préserverait une paix fragile dans notre maison. Je n'en ai pas trouvé. Pas depuis des mois. Peut-être pas depuis des années. Je m'étais moulé dans une forme qui s'insérait proprement dans les coins de sa vie, et quelque part en chemin j'avais cessé de remarquer qu'il y avait une femme sous cette forme qui autrefois voulait des choses. Stéphane a essayé à sa manière durant ces mêmes semaines de recoller les morceaux. Il est rentré un soir avec des fleurs et des excuses déjà formées sur ses lèvres avant même d'avoir posé ses clés.
J'ai été sous tellement de pression au travail, a-t-il dit debout dans notre cuisine avec les fleurs tenues comme un bouclier. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu sais que je ne pense pas vraiment que tu as fait quoi que ce soit de mal cette nuit-là. J'ai regardé les fleurs des œillets bon marché de supermarché, le genre qu'on achète quand on est pressé de réparer quelque chose plutôt que sincèrement désolé de l'avoir brisé. J'ai repensé au parking, sa voix froide et accusatrice, la menace enveloppée dans un avertissement sur mon comportement rejaillissant sur sa carrière. Est-ce parce que tu t'inquiètes pour moi, ai-je demandé, ou parce que tu t'inquiètes de ce qui arrive à ton travail maintenant que l'enquête a commencé? Il n'a pas répondu assez vite. Cela m'a tout dit. Je veux être honnête sur ce qui s'est passé en moi durant ces 3 semaines parce que ce n'était pas dramatique, pas de la façon dont les gens attendent ces tournants. Il n'y a pas eu un seul moment de clarté ni de coup de foudre. C'était plus lent que cela, plus comme se réveiller graduellement d'un long sommeil, devenant consciente centimètre par centimètre de l'étroitesse de la pièce dans laquelle je vivais. J'ai commencé à me souvenir de choses sur moi-même que j'avais laissées s'endormir. Que j'aimais dessiner de vrais croquis au crayon dont je remplissais des carnets avant que Stéphane ne dise que c'était une perte de temps. Que j'avais des opinions sur la politique, sur les livres, sur le monde, et que j'avais l'habitude de les partager à haute voix avant d'apprendre que les partager coûtait plus cher que cela n'en valait la peine. J'ai commencé à me souvenir que la femme qui était descendue dans un fossé sous une tempête de pluie pour sauver un étranger avait été courageuse, sincèrement courageuse, et que ce courage n'avait pas simplement disparu. Il avait été enterré sous des années de s'être entendu dire de se faire plus petite. La nuit où j'ai finalement décidé, Stéphane est rentré tard d'une réunion avec les RH. Son visage était gris, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et m'a dit sans vraiment me regarder dans les yeux qu'il pourrait faire l'objet d'un blâme formel, peut-être d'un licenciement selon ce que l'enquête révélerait sur les notes de frais et la proposition de l'analyste. J'ai besoin que tu sois de mon côté en ce moment, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive, j'ai besoin que les gens voient que notre mariage est solide, que cela ne nous a pas brisés. J'ai compris enfin et complètement que même dans son pire moment, il me demandait encore de jouer la comédie pour lui. De toujours être l'accessoire qui rendait sa vie acceptable pour tous ceux qui regardaient. Je me suis levée de la table, je suis allée à ma boîte à bijoux et j'ai sorti mon alliance. Je l'ai posée sur la table entre nous, leur accrochant la lumière de la cuisine. 18 ans réduit à un petit geste silencieux. Je ne t'ai pas embarrassé, Stéphane, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé du tout. Je t'ai exposé. Ce sont 2 choses très différentes et je pense que quelque part sous tout cela tu as toujours su la différence. Je l'ai laissé assis là à table, fixant la bague, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, j'ai monté les escaliers vers notre chambre, sentant que l'air autour de moi était devenu plus vaste. Je ne me suis pas jetée dans les bras de Charles Beaumont la semaine où j'ai quitté Stéphane. Je veux être claire là-dessus parce que ce serait l'histoire facile à raconter, le joli nœud à faire sur tout ce qui s'était passé. Au lieu de cela, j'ai emménagé dans un petit 2 pièces de l'autre côté de la ville, le genre avec des meubles d'occasion et un robinet de cuisine qui fuit. Je l'ai réparé moi-même avec un tutoriel vidéo et plus de patience que de compétences. J'avais besoin plus que tout de découvrir qui j'étais quand personne ne me demandait d'être plus petite. Le divorce a pris 4 mois pour être finalisé. Stéphane ne s'est pas beaucoup battu, ce qui m'a surprise jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. Il était trop consumé par son propre effondrement au travail pour dépenser beaucoup d'énergie sur le nôtre. L'enquête interne a confirmé ce que Charles avait discrètement suspecté, les notes de frais gonflaient le crédit pris pour un travail qui n'était pas le sien. Et Stéphane a été rétrogradé de son poste de direction, déplacé vers un rôle plus petit avec un bureau plus petit et un public beaucoup plus restreint pour son charme. Il n'a pas été détruit. Je veux le dire clairement parce que je n'ai jamais voulu sa ruine, seulement la vérité. Il a gardé son travail, gardé un salaire, gardé sa fierté, blessé mais intacte. Il a simplement dû vivre enfin avec les conséquences d'années passées à croire que personne d'important ne regardait d'assez près pour remarquer qui il était vraiment. Je l'ai revu une fois au tribunal signant les derniers papiers. Il semblait plus vieux que dans mon souvenir, fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. « J'espère que tu es heureuse », a-t-il dit. Et je ne savais pas si c'était de l'amertume ou quelque chose de proche d'un espoir sincère. Je lui ai dit que j'espérais la même chose pour lui et je le pensais parce que porter de la colère pour un homme qui n'avait plus aucun pouvoir sur mes journées ressemblait à un gaspillage de la liberté pour laquelle je m'étais si durement battue.
Charles n'a pas appelé pendant des semaines d'affilée durant ces mois, respectant l'espace dont j'avais manifestement besoin, bien qu'il ait envoyé une carte quand le divorce a été finalisé, simple et chaleureuse, sans aucune pression glissée dans les mots. Au lieu de cela, nos chemins se sont croisés lentement, naturellement, à travers quelque chose d'inattendu. Il m'a invité à visiter une fondation que son entreprise finançait discrètement depuis des années, un programme soutenant les femmes reconstruisant leur vie après avoir quitté des mariages sous emprise ou abusifs, offrant une formation professionnelle, une aide au logement temporaire et quelque chose dont j'ai réalisé avoir autant besoin que n'importe qui d'autre là-bas, une communauté de femmes qui comprenaient exactement ce qu'il en coûtait de se faire petite pour le confort de quelqu'un d'autre. J'ai hésité quand il a suggéré pour la première fois que je m'implique au-delà d'une simple visite. Faire du bénévolat semblait une chose. Accepter un rôle réel semblait être admettre que j'étais prête à être vue à nouveau d'une manière en laquelle je n'étais pas encore sûre d'avoir confiance. Mais quelque chose dans le fait de marcher dans ces couloirs, de rencontrer des femmes de 30, 50 et 60 ans qui apprenaient tout à faire confiance à leur propre voix, à nouveau ressemblait moins à de la charité qu'à de la reconnaissance. J'ai dit oui. J'ai commencé doucement, aidant à organiser des ateliers, partageant des morceaux de ma propre histoire quand cela semblait juste, sans jamais en faire une performance, offrant simplement cela honnêtement à des femmes qui avaient besoin d'entendre que recommencer à 43 ans n'était pas une tragédie. C'était un début. En un an, je prenais régulièrement la parole lors des événements de la fondation. Ma vieille peur de prendre de la place dans une pièce était lentement, délibérément remplacée par quelque chose de plus stable. Charles et moi avons construit notre relation de la même manière, lente, sans précipitation, sans grand geste au-delà de celui du gala qui avait honnêtement été un assez grand geste pour durer toute une vie. Nous dînions occasionnellement. Nous parlions au téléphone certains soirs de rien d'important, de livres et de météo et des petites textures des journées ordinaires, ce qui ressemblait à un luxe après 18 ans de conversation qui n'étaient en réalité que des réunions de gestion pour l'ego de Stéphane. Charles ne m'a jamais fait sentir une seule fois que je lui devais quoi que ce soit pour cette nuit sur la Nationale 6, et quelque part dans cette patience quelque chose de réel a grandi entre nous, sans hâte et honnête. 9 mois après le gala, la Fondation a tenu son dîner annuel de bienfaisance, le même genre de cadre de salle de bal grandiose où toute cette histoire avait commencé. Bien que cette fois je ne me cachais pas dans un coin dans une robe bleu marine de solde. Je me tenais à un pupitre dans une robe vert profond que j'avais choisie entièrement pour moi-même, regardant une salle pleine de gens qui étaient venus soutenir des femmes exactement comme celles que j'étais autrefois. J'ai trouvé Charles au premier rang avant de commencer à parler, ses yeux fixés sur les miens, fiers d'une manière qui ne ressemblait pas à de la possession, juste à une joie sincère de regarder quelqu'un devenir pleinement soi-même. Pendant des années, ai-je dit à cette salle, ma voix portant claire et ferme à travers le micro, j'ai pensé que rester silencieuse signifiait être forte. J'ai pensé que disparaître un peu plus chaque année était juste ce que cela signifiait de maintenir une famille unie. Il a fallu qu'un étranger d'il y a 20 ans revienne dans ma vie pour me rappeler que la femme qui était descendue autrefois dans un fossé sous une tempête de pluie pour sauver quelqu'un d'autre n'était jamais vraiment partie. Elle attendait juste la permission de revenir. Mais parfois la vraie force n'est pas de rester silencieuse pour maintenir la paix. Parfois la force est de laisser enfin le monde entendre votre nom. Les applaudissements qui ont suivi ont ressemblé moins à des louanges qu'à une reconnaissance. Des dizaines de femmes dans cette salle hochaient la tête parce qu'elles comprenaient exactement ce que ces mots m'avaient coûté pour être dit à haute voix. Après, Charles m'a trouvé près du bord de la salle, 2 verres de champagne à la main, et m'en a offert un avec un petit sourire plein d'espoir. « Voudriez-vous dîner avec moi un de ces jours ?» a-t-il demandé. Pas parce que vous m'avez sauvé la vie il y a 20 ans, mais parce que j'aimerais simplement vous connaître maintenant comme la personne que vous avez choisi de devenir. Je l'ai regardé, cet homme qui avait attendu 2 décennies puis avait attendu patiemment encore que je trouve mon propre chemin vers moi-même. Et j'ai senti quelque chose s'installer chaleureusement dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la dette ou le sauvetage. Cette histoire est un rappel poignant que notre identité ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel du confort d'autrui. Isabelle a passé 18 ans à s'effacer pour soutenir l'ambition et l'ego de Stéphane, illustrant parfaitement ce que les psychologues appellent l'emprise psychologique subtile. Dans ce type de dynamique, la victime ne se rend souvent pas compte de sa propre disparition progressive jusqu'à ce qu'un choc extérieur, comme cette rencontre fortuite avec Charles Beaumont, vienne briser le miroir déformant de son quotidien. La leçon fondamentale ici est que la gentillesse et le courage que nous manifestons dans nos moments de solitude ou d'anonymat
comme Isabelle dans ce fossé il y a 20 ans, sont les véritables piliers de notre valeur. Aucun titre, aucune carrière et aucun conjoint ne devraient avoir le pouvoir de nous rendre invisibles. Le geste de Charles n'est pas seulement un acte de gratitude, c'est un acte de restitution, il rend à Isabelle sa propre image de femme forte, capable et digne d'être vue. En choisissant de partir et de se reconstruire seule avant d'accepter une nouvelle relation, Isabelle prouve que son autonomie est sa plus grande victoire. Son parcours nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre ses études, changer de carrière ou simplement recommencer à parler à haute voix. La vraie force, comme elle le dit si bien, n'est pas dans le silence qui protège une paix fragile, mais dans le courage de nommer sa propre vérité, même si cela doit bouleverser l'ordre établi. C'est un message d'espoir pour quiconque se sent actuellement dans un coin, attendant que sa vie commence enfin. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir vous rendre plus petit pour plaire à quelqu'un ou pour maintenir la paix dans une relation? Comment avez-vous retrouvé votre voie ou quel serait le premier pas que vous pourriez faire aujourd'hui pour redevenir visible à vos propres yeux? Partagez vos réflexions et vos expériences